C'est étonnant, non? Monsieur le procureur général de la République des proches françaises dans son implacable réquisitoire. Françaises, Français, Belges, Belges, Monsieur le Président, mon cher maître, Monsieur le crieur d'Aline pour qu'elle revienne, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. La Cour, dans son infinie mansuétude, aura-t-elle la bonté de me pardonner une fois de plus ma coupable incompétence qui fait qu'aujourd'hui encore, à la suite d'une confusion mentale, dû aux excès d'une vie nocturne extraordinairement riche en péripéties amoureuses, digne de la romantique et de la Beauce à cochon, je me suis éveillé la tête vide, incapable de me rappeler l'identité de l'homme que nous devions condamner à mort aujourd'hui. C'est bien ce que je pensais. J'étais d'une humeur de chihuahua, Monsieur le Président. Oui, je sais, habituellement, on dit une humeur de chien. Moi, je précise la marque. Chihuahua. Et c'est pas par hasard. Ça fait la deuxième fois en 2 mois que je glisse sur un chihuahua. C'est d'ailleurs le vrai problème pour les gens comme nous qui sommes obligés de travailler dans le 16e pour gagner notre vie. À chaque instant, nous risquons de nous prendre les pieds dans un chihuahua. Qu'est-ce qu'un chihuahua? Le mot chihuahua vient de la langue hispano-inca, qu'on peut encore entendre parler de nos jours dans les faubourgs populaires de Mexico, où les descendants des fils du soleil mangent la bonne soupe aux grizzlies slovaques dans leurs igloos siciliens. Vous m'arrêtez si je dis des conneries. Que veut dire chihuahua? Eh bien, dans chihuahua, il y a chi et il y a wawa. De même que dans Pamplune, il y en a une et que dans Jean-Paul II, il y en a 2. Alors, que signifie chi d'une part et wawa d'autre part? Eh bien, tout simplement, chihuahua veut dire littéralement crotte de chien. C'est tout bête. À ce stade de cette magistrale leçon de sciences naturelles... C'est plutôt une leçon de choses, oui. Je voudrais m'arrêter pour m'adresser plus particulièrement aux personnes sensibles, distinguées et de bon goût qui pourraient écouter cette émission par hasard, par erreur. Je viens de dire crotte. Je sais, c'est très très dur. À l'audition de ce mot, des milliers d'entre vous ont sursauté et baissé le son de la radio pour que les enfants n'entendent pas ce mot ordurier que la morale réprouve. Eh bien, vous avez bien fait, car si tous les enfants du monde répétaient le mot crotte, on ne serait pas dans la merde. Il ne faut d'ailleurs pas croire que les enfants se délectent de mots crus. Ah, ma petite fille chérie, toi qui es Entre eux, quand les parents ne sont pas là pour les surveiller, que font les petits-enfants de France? Ils parlent de Dieu, de la nature, du théorème de Pythagore, ou encore de la possibilité de confier le ministère de l'écologie à Michel Crépeau dans un éventuel gouvernement Mitterrand. Voilà de quoi parlent les chers petits. Les gros mots, ils n'en connaîtraient aucun s'il n'y avait pas la radio. Ils n'aiment pas les gros mots, les enfants. Ma fille de 6 ans me disait il y a quelques jours « Papa, je ne veux plus jouer avec Sophie. » Pourquoi, lui dis-je, tu l'aimes bien? Je croyais que c'était ta meilleure amie. Oui, papa, mais elle n'arrête pas de me faire chier avec ses gros mots. Donc, les enfants n'aiment pas les gros mots. Et puisque nous en sommes à évoquer le rôle de la radio et de son influence parmi les jeunes, je voudrais également fustiger ici publiquement certaines émissions où, non content de dire des gros mots comme N de D ou P de B, je dis P de B afin de ne pas faire de publicité au putain et au bordel, bien sûr. Certaines émissions où certains irresponsables poussent le mauvais goût jusqu'à se moquer des infirmes ou des nains, ou même des nains cul-de-jatte. Et ça, vous voulez que je vous dise, c'est vraiment petit. C'est très bas. C'est indigne, car un nain cul-de-jatte est un homme comme tout le monde. Il a droit au respect de ses frères humains. Le nain cul-de-jatte a le droit de redresser la tête, il a même intérêt, en traversant la rue. Sinon, je vous le demande, que voulez-vous qu'il redresse d'autres? Apprenons à vivre ensemble, comme le dit si bien mon beau-frère. Ex-cheminot, nain cul-de-jatte lui-même, depuis qu'il a perdu 3 de ses plus beaux membres sous le Paris Vintimille. Cet homme, je parle toujours de mon beau-frère, cet homme réussit cependant à vivre dignement. Pour ajouter du beurre dans son plancton, il mange pas d'épinards, ça ne loge pas. Il ne se contente pas de son humble pension de rétracté de la SNCF. Le soir, il fait cariatide sur la face nord du café des Deux Nabots à Paris. Et le samedi matin, il fait buste de Marianne presse-papier sur le bureau des mariages de la mairie
de la mairie de Gorges-les-Petites-Gonesse dans le 35. Il est vilain. Dans le 35, il est vilaine, excusez-moi. Oui, le nain Cudjat a droit à notre estime et à notre respect. Laissons-le dormir dans son carton à chapeau, cessons de lui filer des coups de pied dans l'œil en dansant le tango et d'essuyer les crottes des chihuahuas de nos semelles sur ses cheveux judicieusement taillés en brosse à cet effet. Cessons également de nous servir de la radiodiffusion pour nous gausser de la religion et de l'armée. Que la Sainte Vierge ait ou n'ait pas de poils aux pattes, qu'est-ce que ça change? Personnellement, je pense qu'elle en avait. Sinon, elle n'aurait pas commandé sa robe de bure opaque à Mondial Liquette, le plus grand soldeur de Liquette. Et puis d'ailleurs, vous trouvez que c'est drôle, vous, d'avoir du poil aux pattes? Déjà que ça doit pas être marrant d'être vierge? Quant à l'armée, songez-vous que s'il n'y avait pas d'armée, il n'y aurait pas de guerre? Et s'il n'y avait pas de guerre, qu'est-ce qu'on mettrait sur les monuments aux morts? Le plan du patelin d'un côté et la photo de Chirac de l'autre? Ah non, j'aime encore mieux une bonne guerre. Ou alors, les monuments aux morts, on pourrait les transformer en monuments aux vivants. Ce serait peut-être pas idiot. Trifouilly-les-Oies à ses enfants, pas morts pour la France, 1939-45. Albert Audibert, charcutier. Gilbert Dupont, boulanger. Louis Durand, boucher. Samuel Goldstein, tailleur. Rachel Goldstein, sa femme. Monique Goldstein, sa fille. Pierre Goldstein, son fils. Mais on n'est pas là pour faire de l'antinazisme primaire. En résumé, nous pouvons dire que les Chihuahuas, les nains, les Cudjat, la Sainte Vierge et le général Bijard sont des victimes. Donc, Christophe est coupable, ça me paraît clair. De plus, monsieur Christophe, on me dit que vous chantez. Est-ce bien raisonnable? Comment se fait-il que tant et tant de gens s'obstinent encore à chanter quand on pense à tout ce qu'on peut faire d'autre avec la bouche, comme brouter de la barbe à papa, par exemple? Pourquoi, cher Christophe, avez-vous choisi la chanson qui devait vous conduire sur la pente fatale du vice et du vice à la guillotine, alors que vous aviez entre les mains ce merveilleux métier de trieur de lentilles dans une conserverie de Lille, si j'ai bien lu le dossier? Quoi? Oui. Sa petite amie l'avait plaqué parce qu'il était pauvre. Alors, pour s'enrichir rapidement, Christophe, pendant des jours et des nuits, a séparé les cailloux des lentilles dans un faubourg lillois, dans l'espoir que sa fiancée lui revienne un jour. Comme il l'a dit lui-même à l'instruction, et j'ai trié à Lille pour qu'elle revienne. Et j'ai trié pour qu'elle revienne. C'est étonnant, non?